Eurovegas, ça sonne comme un casino bon marché d'Europe de l'Est, mais si ça avait été construit, si ça aurait rivalisé même avec la célèbre ville du Nevada qui lui a donné son nom. C'était un projet immense qui aurait été situé juste à l'extérieur de Madrid, en Espagne, et beaucoup espéraient qu'il aurait pu relancer l'économie du pays, toujours en train de sombrer dans la récession de 2008 marécage. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler d'Eurovegas, et pour cause, rien ne s'est passé. Aucun terrain acheté, aucun chantier lancé, personne n'a lancé de dés. C'était la grande ville casino de l'Espagne. Il n'y a jamais eu de mirage dans le chaos. Début 2010, l'Espagne connaissait de graves difficultés. Dans les années précédant la crise financière mondiale, l'Espagne connaissait un boom économique qui n'arrive que quelques fois par siècle. Si vous avez de la chance, cette longue expansion économique était principalement alimentée par la construction, l'immobilier et le crédit facile. Et ce dernier point est aussi très important. Vous voyez, à son apogée, l'Espagne construisait plus de logements chaque année que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni réunis, avec le secteur de la construction représentant environ 13% du PIB du pays. Tout le monde s'en sortait bien. Cependant, comme ailleurs, cette prospérité reposait en grande partie sur d'importantes dettes. Quand 2008 est arrivé, cette bulle a éclaté et très vite tout le château de cartes s'est effondré. Entre 2008 et 2012, le chômage est passé d'environ 8% à près de 26%. Le chômage des jeunes a dépassé 55%, l'un des plus hauts d'Europe. Le secteur de la construction s'est effondré et de nombreuses banques ont été poussées au bord du gouffre. À mesure que l'ampleur des prêts faciles des années de gloire est devenue évidente, la situation a semblé désespérée. Mais ensuite, un projet potentiel a été proposé, d'une taille et d'une promesse si colossale que les dirigeants régionaux d'Espagne et même d'Europe étaient impatients d'y participer. Le projet Eurovegas était une idée proposée par Las Vegas Sands, la société américaine de casinos, surtout connue pour ses développements à Las Vegas, Macao et Singapour. Il serait calqué sur le célèbre strip de Las Vegas, avec un vaste complexe de divertissement. Des complexes hôteliers, hôtels, centres de congrès, zones commerçantes et surtout plus d'opportunités de jeu qu'aucun autre site européen auparavant. C'était colossal, avec un investissement initial chuchoté entre 17 et 25 milliards d'euros, ce qui en ferait l'un des plus grands projets de développement privé jamais proposés en Europe. L'Italie a étudié le projet, la France aussi brièvement, mais en réalité, seul Vegas était vraiment en lice. Il devait apparemment arriver en Espagne, Eurovegas. L'homme principalement derrière le projet était Sheldon Adelson, PDG de Las Vegas Missiles Solaires, dont la vision de destination de jeux immenses et d'hôtels démesurés l'avait conduit à créer des méga-projets stupéfiants. Le Vénitien Las Vegas a ouvert en 1999 et comptait un nombre extraordinaire de 4000 chambres, ce qui est impressionnant jusqu'à ce que vous réalisiez que le Vénitien de Macao, bien qu'il ait 1000 chambres de moins, est en réalité le 10e plus grand bâtiment de la planète, avec une surface au sol de 10,5 millions de pieds carrés, soit près d'1 million de mètres carrés, ce qui représente environ 1,5 fois la taille de Disneyland, et c'est un bâtiment, cet homme voit les choses en grand. Mais il a personnellement été durement touché pendant la récession, qui a vu sa fortune personnelle passer de 30 milliards de dollars à 2 milliards, une chute remarquable de 93%, mais ne le plaignez pas trop. En 2011, 3 ans plus tard, il était le 16e homme le plus riche du monde avec 23,3 milliards. Drôle de monde, non ? Pauvre gars avec seulement 2 milliards. Adelson était un homme prêt à prendre des risques, mais il avait aussi la réputation d'utiliser des tactiques extrêmement dures et d'avoir eu quelques affaires quelque peu douteuses. Choquant pour un magnate de Las Vegas. Nous savons qu'il a fait d'énormes dons pour soutenir un parti politique, lui et sa femme ayant donné environ 200 millions de dollars lors des élections de 2016 et 2020. Bien sûr, il n'y a rien de répréhensible là-dedans. J'ai juste pensé que je devrais le mentionner, c'est tout. Il a souvent été accusé d'être très anti-syndical et d'ignorer les longues heures et bas salaires de ses employés. C'est ce qu'il fait. Il s'opposait fermement à la législation anti-tabac, estimant que l'industrie du jeu et le tabac étaient complémentaires, que l'agneau et la sauce à la menthe si vous venez du Royaume-Uni ou peut-être le beurre de cacahuète et la confiture si vous êtes américain. Toutes ces choses étaient déjà apparues avant Eurovegas, mais elles allaient aussi jouer un rôle majeur dans le fait que tout cela n'a jamais eu lieu. Cet homme avait l'habitude d'user de force pour obtenir ce qu'il voulait, et tout se déroulait généralement selon ses souhaits. L'Espagne fait un pas en avant, alors que d'autres pays se retirent pour diverses raisons. L'Espagne reste la seule candidate pour Eurovegas, mais une grande question demeure. Où cela se fera-t-il ? En Espagne ?
Les gouvernements régionaux contrôlent l'utilisation des terres, la fiscalité, les incitations et le développement économique. 2 régions sont apparues comme principales candidates, sans surprise d'anciennes rivales, Madrid et Barcelone. Même si aucune des 2 villes n'accueillerait le site, sa proximité entraînerait une hausse importante des revenus touristiques. Il faut se rappeler qu'à cette époque, l'Espagne était en pleine crise. Ces 2 villes fières et célèbres étaient en difficulté, et Eurovegas était considéré comme le coup de pouce dont elles avaient toutes les 2 besoin. La région de Madrid en particulier s'est investie à fond dès le début. Le gouvernement en place vantait les mérites du projet, affirmant qu'il relancerait la construction, réduirait le chômage et renforcerait le rayonnement international de Madrid. Mais à Barcelone, le ressenti était mitigé. Sur le papier, cela semblait être une bonne idée. Mais le projet a aussitôt divisé l'opinion en Catalogne, car il est vite apparu comme un casse-tête législatif. Barcelone s'est vite retiré, ne laissant que la région de Madrid candidate. Le site proposé était Alcorcón, une commune au sud-ouest de la capitale, avec de vastes zones de terrain sous-développées. Idéal pour un second Las Vegas, avec des liaisons directes vers le centre de Madrid et l'aéroport. À mesure que des plans détaillés commençaient à émerger, il devenait évident à quel point Eurovegas serait gigantesque. Avec une superficie de 750 à 10 000 acres, il serait au moins 2 fois plus grand que Central Park à New York, faisant de lui l'un des plus grands projets urbains de l'histoire moderne de l'Espagne. Un site web a rapidement été lancé, expliquant en détail et dans toute sa splendeur à quoi ressemblerait l'ensemble du projet, et c'était vraiment impressionnant. Il compterait 15 gratte-ciel, 6 casinos, 3 golfs des centres commerciaux, un centre de congrès, des parcs, des loisirs et un amphithéâtre de 21 000 places. C'était colossal, et dès que l'emplacement a été choisi, tout le monde est devenu enthousiaste. Concessions. À peine le gouvernement régional de Madrid avait-il fini de se féliciter et de se congratuler pour avoir conclu l'affaire du siècle, que la longue liste de concessions d'Adelson est tombée comme un coup de massue. Comme je l'ai dit plus tôt, c'était un homme habitué à mettre la pression pour obtenir ce qu'il voulait. Que ce soit par la pression politique ou par des accords en coulisses, les choses se passaient généralement comme Adelson le voulait. Lui et son entreprise ont sollicité une baisse importante des taxes sur les jeux, des assouplissements de la réglementation du travail et de la sécurité sociale, des exemptions à l'interdiction de fumer dans les casinos espagnols, ainsi qu'une immigration plus flexible pour recruter des travailleurs étrangers spécialisés. Donc juste quelques petits extras en plus. Bien que la majeure partie des négociations soit restée très discrète, on peut imaginer le soupir collectif dans la salle à Madrid lorsque ces exigences sont arrivées. Il demandait aux autorités espagnoles de créer des lois spécifiques à Eurovegas, et son argument était simple. Nous allons créer 250 000 emplois à la fois directement et indirectement, ainsi que stimuler considérablement le tourisme dans d'autres domaines. Donc, vous ferez tout ce que je vous dirai. Le gouvernement régional de Madrid répétait publiquement le même discours sur des discussions productives. En privé, des questions sérieuses sur la légalité et l'éthique de ce qu'Adelson exigeait étaient déjà posées. Et de façon assez compréhensible, la question la plus médiatisée était probablement l'interdiction de fumer à l'intérieur dans les lieux publics. Mise en place dans toute l'Europe entre 2004 et 2011, l'Espagne a adopté la loi en 2011 parmi les derniers pays. Quand un Yankee audacieux est arrivé 1 an plus tard et a exigé que les gens puissent fumer dans les espaces publics d'Eurovegas, beaucoup ont rechigné. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, Adelson avait été un farouche opposant à la législation anti-tabac parce qu'il croyait que cela poussait les gens à passer moins de temps dans ces casinos, ce qui entraînait moins de pertes pour les clients et aussi une baisse de ses revenus. Quel homme admirable, vraiment. Malgré l'absurdité évidente, le gouvernement de Madrid était prêt à faire une exception, Salvador Victoria déclarant que le tabac ne devait pas entraver un projet aussi important si le fumeur le voulait. Les concessions sur le travail et les impôts étaient un plus controversées. Las Vegas Sands voulait que l'Espagne ignore les règles d'embauche, de licenciement et de contrat. Dans un pays où les syndicats sont puissants, cela restait difficile à accepter. L'Espagne venait de réformer ses lois pour mieux protéger les travailleurs. Mais cela différait beaucoup des lois américaines auxquelles Adelson était habitué. Une réduction d'impôts serait aussi difficile à faire accepter aux Espagnols. Voici une entreprise étrangère riche qui arrivait en ville et réclamait de payer moins d'impôts que certains Espagnols, et surtout moins que les autres casinos du pays. Dans un pays qui était alors économiquement paralysé, il aurait été difficile d'accepter les négociations et l'opposition. Dès la première réunion, il était évident que les 2 parties étaient très éloignées, comme Las Vegas l'était de Madrid, soit environ 8800 km sur
Les autorités espagnoles étaient prêtes à discuter de certains avantages fiscaux et de flexibilité régionale, mais plusieurs demandes ont rencontré des limites juridiques et politiques nationales. Les deux parties restaient optimistes, et la construction devait débuter en 2014, mais d'importants obstacles subsistaient encore. Entre-temps, le projet est entré dans le domaine du débat public, et mon Dieu, les gens avaient beaucoup à dire. Un évêque local, Joaquim Maria Lépez, avertit que l'Eurovegas pourrait amener la prostitution, le blanchiment d'argent et la consommation de drogue à Halcón. Les habitants de la région étaient partagés. À Alcacon, certains voyaient l'Eurovegas comme une bouée de sauvetage face au chômage et aux difficultés économiques en Espagne. Tandis que d'autres étaient farouchement opposés à l'idée, un groupe de base appelé Plataforma Eurovegas No est apparu et a commencé à organiser des manifestations contre le projet, y compris des rassemblements dans le centre de Madrid. Globalement, le soutien et l'opposition étaient assez équilibrés. Les organisations de santé publique ont exprimé leur mécontentement face à ce qui équivalait à un contournement de la loi anti-tabac pour Eurovegas, tandis que les syndicats étaient tout aussi mécontents de ce qui semblait être une entreprise étrangère piétinant les droits des employés espagnols, et bien sûr, la question a fini par s'immiscer dans le paysage politique. Les partis d'opposition ont accusé le Parti populaire à Madrid de privilégier un milliardaire étranger au détriment des citoyens espagnols et de la loi. Même dans le parti au pouvoir, certains responsables ont discrètement exprimé leur malaise face aux concessions discutées. L'effondrement. En 2013, il devenait de plus en plus improbable que Eurovegas se réalise. Quelques progrès avaient été faits sur les concessions, mais c'était insuffisant. Le pays était toujours en proie à la récession, mais l'aura qui avait entouré l'annonce d'Eurovegas avait disparu. Le sujet avait été débattu jusqu'à l'épuisement, lassant beaucoup de gens. Ainsi, ce qui arriva ensuite ne fut pas vraiment une surprise. En décembre 2013, Las Vegas Sands a officiellement annoncé son retrait du projet Eurovegas, déclarant qu'il ne pouvait pas continuer sans stabilité juridique et réglementaire. En évoquant le refus de l'Espagne de modifier certaines lois comme facteur clé, le gouvernement espagnol voyait, sans surprise, la situation différemment. Les gouvernements de Madrid et national ont exprimé leurs regrets, mais précisé qu'ils ne pouvaient totalement pas changer certaines lois nationales pour satisfaire une grande entreprise étrangère. D'une certaine manière, les deux gouvernements avaient évité une catastrophe, car imposer Eurovegas aurait été comparable à une coloscopie forcée. Ça n'allait pas être joli à voir. Les partisans ont salué leur refus de céder à la pression et ont montré que les principes de l'Espagne n'étaient pas négociables, même en période de crise économique. Les critiques disent qu'ils ont seulement gaspillé temps et ressources pour préparer ce cadeau empoisonné, un accord qui n'allait jamais aboutir. Pour certains, les deux gouvernements avaient trop promis sur les retombées économiques et mal géré les attentes. Je vous laisse vous faire votre propre opinion là-dessus. Aucun autre site européen n'a été proposé, malgré les suggestions précédentes selon lesquelles le projet pourrait être déplacé ailleurs. Ainsi, ce somptueux Eurovegas est mort avant qu'un contrat ne soit signé, qu'un terrain ne soit acheté ou que les permis de construire soient envisagés. Pour Sheldon Adelson et Las Vegas Sands, Eurovegas représentait un échec public rare. Contrairement à l'Asie et aux États-Unis, où l'entreprise avait adapté la réglementation, elle a trouvé son égal en Espagne. Sheldon Adelson a donc concentré ses efforts d'expansion ailleurs, notamment à Macao où il a beaucoup investi dans le Cotai Strip. Une étendue de terre récupérée transformée en super corridor de casino. Il a également jeté son dévolu sur le Japon, qu'il considérait depuis longtemps comme une mine d'or inexploitée. Sheldon Adelson a proposé un complexe de casinos à 10 milliards de dollars, suscitant un temps l'intérêt du gouvernement japonais. L'Espagne fut une guerre d'usure, mais le Japon fut différent. Malgré des années de débats et résolutions, rien n'avançait, jusqu'à sa perte de patience. En 2020, Sheldon Adelson et Las Vegas Sands se sont retirés. Et l'année suivante, l'homme souvent surnommé le faiseur de rois pour ses contributions politiques extraordinaires est décédé à l'âge de 87 ans. Personne ne s'attendait à entendre à nouveau le nom Eurovegas, mais en 2023, il y a eu une résurgence soudaine. La société Eurovegas City Group plc a été créée à Chypre et s'est présentée comme le successeur naturel du projet avorté. Un site élégant a été lancé avec des images et vidéos illustrant le futur possible d'Eurovegas. Un boulevard principal de 6 km comme colonne vertébrale de l'ensemble du projet, avec 40 complexes hôteliers de chaque côté portant des noms opulents comme Stardust, Monte Carlo, la Cité Forêt du Monde et Amazonia. Mais tout cela reste très hypothétique. Pour l'instant, il n'y a ni financement ni approbation, et il semble que le principal objectif du site web soit de susciter des investissements initiaux. Il y a de grandes promesses de renouveau économique, et tout cela semble prometteur, mais c'est ce que pensait Adelson. Bien qu'en 2012, le fantôme de l'Eurovegas du passé rôde en coulisses, mais les obstacles habituels sont également présents.
L'un des plus grands projets immobiliers privés d'Europe s'est effondré spectaculairement il y a plus de 10 ans, et il est peu probable qu'il redevienne à la mode aujourd'hui. Pas aujourd'hui, pas demain, mais peut-être plus tard dans le futur. Je veux dire, qui sait. Merci d'avoir regardé.